Bienvenue sur ce webinaire du Handipact PACA Corse consacré aux outils de pilotage. D'abord, un grand merci au Handipact. Merci à Madame Duluc, Monsieur Perronnet et Laurent Brochard de nous faire part de leur témoignage. Et sans plus attendre, on lance la séance qui est, je pense, sur un sujet qui vous intéresse tous, comment améliorer le pilotage de votre politique handicap. Merci Thierry. Donc effectivement, là, bienvenue dans ce webinaire, donc les flash learning du Handipact PACA Corse qui va traiter donc du pilotage. Effectivement, l'année dernière, on avait fait une petite enquête au tout démarrage de cette nouvelle génération du Handipact et ce thème-là était ressorti. Donc l'idée, c'est un thème qu'on n'aborde pas forcément souvent. On aborde beaucoup le maintien, le recrutement, etc. Et on trouvait que c'était important aussi de pouvoir s'y repencher. En fait, c'est un peu comme un référent handicap ou un responsable de mission handicap, c'est un peu comme un capitaine de bateau, on va dire. Il a besoin de cartes, il a besoin d'outils pour savoir quel cap prendre, quelle direction. Donc là, l'idée, c'est de se dire quels peuvent être justement les outils à construire et à suivre. Donc l'objectif du webinaire, c'est de pouvoir effectivement vous aider en tant qu'employeur, que vous soyez conventionné ou non, pour essayer de suivre justement vos actions, vos budgets, les indicateurs qui ne sont pas forcément faciles à identifier et à suivre. Et pour cela, donc on va donner la parole à différents intervenants. Donc, on a la chance d'avoir Annick Duluc, qui est référente handicap du département des Bouches-du-Rhône, et Luc Perronnet, qui est chef de service conseiller en prévention au niveau de la ville de Toulon, qui vont justement partager leur expérience. L'idée, c'est de pouvoir justement, au travers de ce webinaire, pas uniquement descendre des informations descendantes, mais vraiment partager des pratiques et des conseils pour que les messages soient aussi plus impactants et plus concrets. Donc ça sera sur la première partie du webinaire qui sera sur vraiment le partage autour du pilotage et des outils de suivi. Et ensuite, nous aurons une deuxième partie plutôt sur la convention comme outil de pilotage. Et pour cela, on aura donc l'intervention de Thierry Allemand, notre DTH au niveau PACA Corse, et Laurent Brochard, qui est chargé de suivi de convention aussi à la Caisse des dépôts et qui se charge justement une fois que les conventions sont suivies, d'accompagner aussi les employeurs dans le suivi de leur bilan et des indicateurs. Donc, comme évoqué, donc deux parties sur ce webinaire. Donc, à la fin de la première partie, on pourra faire un petit temps de questions-réponses s'il y en a dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer et à poser vos questions dans le chat si vous en avez. C'est Anaïs qui s'occupera de suivre vos questions. Et sinon, on aura bien sûr un temps à la fin. Donc, je vous propose qu'on démarre à présent sur la première partie. On va aborder 3 points principaux que sont les enjeux du pilotage, les outils et indicateurs qu'on peut suivre et les points d'attention ou conseils importants à retenir. Alors, pour cette première partie sur les enjeux, c'est important dans un premier temps de se rappeler pourquoi finalement on fait du pilotage. Ça peut paraître parfois un peu fastidieux, un peu long d'arriver à suivre tous ces indicateurs, mais c'est vraiment important justement de savoir quel est le sens de tout ça. Donc, on va donner la parole en premier lieu à Madame Duluc pour nous expliquer justement pour vous, Madame Duluc, quel est l'intérêt justement du pilotage, pourquoi y consacrer du temps. Bonjour à tous. Pourquoi piloter? Ça ne viendrait pas à l'esprit, comme vous l'avez dit, de prendre la mer sans avoir une boussole, une carte et savoir où c'est qu'on veut aller au final. Alors au début, effectivement, c'est une exigence par notamment le FIP à l'occasion de la déclaration, mais très vite on peut s'y prendre au jeu et effectivement voir qu'on a des intérêts multiples à suivre ces indicateurs, même si dans les débuts, on essuie un petit peu les plâtres. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on soit en capacité de répondre à des questions relativement simples qui vont se poser au quotidien. Est-ce que ce qu'on met en place, que les actions fonctionnent, où on en est par rapport à l'année précédente, à quel niveau on va devoir renforcer un petit peu des axes ou des efforts. Donc, toutes ces questions, ça appelle des réponses et on a donc comme outil ces fameux indicateurs qu'on suit. Si on prend par exemple la consommation des budgets, ça peut être un peu aride comme notion, mais c'est un outil qui est précieux.
On peut savoir effectivement combien coûte chaque action, par quel axe, etc. Et ce que ça peut représenter aussi comme charge pour l'employeur. Donc, de ce fait, ça nous aide à répartir un petit peu les ressources. Alors, le département est un employeur conventionné, donc nous, effectivement, sur un plan d'action, on a des budgets maintenant qui sont affectés, donc qui nécessitent d'autant plus d'outils de pilotage de ces budgets. Mais ça a aussi servi, avant la convention, à pouvoir justement anticiper et notamment pouvoir négocier le fait d'être désormais conventionné avec le FIP et donc d'avoir une amplification en fait de la politique des handicaps que nous avions mis en place au tout début. Donc ça peut être pertinent du point de vue social, c'est aussi économiquement cohérent dans une politique RH d'avoir aussi ces indicateurs où nous pouvons apporter voilà, un petit peu de notre savoir-faire au niveau décisionnel. Merci Anne, merci. Vous m'aviez aussi évoqué, effectivement, pour vous, ça avait été un peu source d'inspiration et surtout que ça permettait de sortir aussi un petit peu parfois de l'émotion ou du ressenti, puisque ça apporte des choses un petit peu factuelles. C'était des éléments que vous aviez suivis dans certaines données qui permettaient de prouver un peu que certaines choses ne sont pas forcément discriminantes ou pas discriminantes et que ça peut parfois être ressenti d'une telle manière et que finalement les chiffres contrecarrent un petit peu ces ressentis. Ça va un petit peu dans les deux sens, à savoir que si on est effectivement un peu toujours que la tête dans les chiffres et que la tête dans les indicateurs, eh ben on perd quand même toute une partie qui va nous venir de la rencontre avec les agents et du ressenti, etc. Donc c'est important et l'inverse est aussi important parce qu'on ne peut pas non plus, quand on est sur un pilotage, uniquement être guidé par ses choix, par les remontées de terrain. Il faut aussi de temps en temps pouvoir objectiver. Et c'est ce qui nous sert notamment à avoir une vraie argumentation après sur des décisions. Donc les deux se nourrissent autant l'un de l'autre et il faut avoir toujours un petit peu à l'esprit que voilà, avec les chiffres, on doit avoir aussi cet aspect qualitatif et le qualitatif va nourrir les chiffres parce que on va devoir mettre aussi les indicateurs en place et on va pas choisir n'importe quel type d'indicateur, il faut que l'indicateur il nous soit utile et c'est aussi le terrain qui va nous permettre de dire, ben tiens, là, moi, je ressens quelque chose et peut-être qu'il serait nécessaire que je puisse effectivement le chiffrer, voilà, affirmer mon analyse ou à l'inverse dire, ben non, non, c'était une erreur, c'était un biais cognitif. Et donc, voilà, les deux vont ainsi collaborer ensemble pour essayer d'avoir voilà, une analyse au plus juste. Mm. Ok, oui, merci. Effectivement, c'est intéressant de voir cette double approche, comment on peut confirmer un ressenti ou au contraire, comment des choses du terrain, on va aller chercher les chiffres pour les confirmer ou pas. De votre côté, Monsieur Perronnet, est-ce que vous avez des éléments à ajouter, voilà, à préciser de votre côté? Oui, bonjour à tous. Ouais, pour moi, il y a trois éléments à rajouter sur le point plus généraliste. En fait, le pilotage, ça permet, entre autres, de respecter les objectifs qu'on s'est fixés tout au long de. Enfin, si on est conventionné, parce que nous, Ville de Toulon, on est conventionné aussi avec le FIP pour 3 ans. Donc, c'est de respecter ces objectifs sur lesquels on s'est engagé et de vérifier si les axes sur lesquels on a identifié des budgets spécifiques sont en adéquation en fait avec les problématiques qu'on va rencontrer au quotidien. La deuxième chose, c'est aussi d'optimiser les ressources, alors qu'elles soient financières, matérielles ou humaines. Ça nous permet de travailler sur ces éléments pour qu'on puisse optimiser l'ensemble des informations. Et la troisième chose, c'est la réactivité. En fait, un bon pilotage, ça nous permet de réagir rapidement pour pouvoir pallier à des problématiques qu'on va rencontrer sur le terrain. Mm. Très bien. Ben, merci beaucoup. Et donc, pour justement conclure, on va dire, enfin conclure, préciser ces éléments que vous venez de nous partager, souvent on voit justement sur les éléments à retenir, sur les enjeux que
ce qui est important, c'est de piloter pour pouvoir définir un plan d'action, pour pouvoir définir des objectifs, pour pouvoir définir un budget. Donc ça, c'est souvent le rôle premier que l'on voit au pilotage. Mais ce qui était intéressant au vu des échanges qu'on avait eus ensemble pour préparer aussi ce webinaire, c'est qu'au-delà de ça, finalement, ça permet, comme vous le disiez, de vérifier que finalement, ce qu'on a fait a été en phase ou pas avec le prévisionnel et de pouvoir faire les réajustements si nécessaire, de pouvoir aider à projeter. Ça, on se rend bien compte que projeter des futures dépenses, ce n'est pas forcément évident, mais plus on va s'appuyer aussi sur ces chiffres, plus on va arriver à suivre ces indicateurs, plus on va avoir de facilité à avancer sur ces projections et à pouvoir anticiper. Et ce qu'on avait évoqué ensemble aussi en préparant ce webinaire, c'était effectivement que ça va vraiment aider à la prise de décision, ça va aider à mobiliser les autres directions. Le référent handicap est au cœur de différents services qu'il doit mobiliser et que finalement, en arrivant avec des chiffres, en arrivant avec des indicateurs, en arrivant avec ces informations un peu factuelles, il va avoir des arguments pour aider à mobiliser certaines directions, certains services et donc à faire avancer les choses. Et un autre point qui est important, c'est que ça rend visible ce travail-là. Et c'est vrai que la politique handicap, c'est souvent une politique des petits pas. C'est beaucoup de travail pour parfois des résultats qui sont qui peuvent paraître petits, on va dire, et pourtant ce sont à chaque fois des avancées. Donc c'est important de les rendre visibles. Et puis surtout, un des derniers points, le ressenti, on l'a évoqué, mais d'aller au-delà du ressenti pour aller sur du factuel. Mais aussi le dernier point, c'est que on a parfois des changements de référent handicap, de responsable de mission handicap. Et ces changements-là, c'est vrai que grâce à ces outils, ça va accompagner quand même la continuité malgré le changement de personne. Et parfois, si c'est pas mis en place, quand on change de référent handicap, parfois on se retrouve, on n'a plus les outils pour avancer, pour savoir où on en est et pour faire des bilans. Donc c'est vraiment assurer cette continuité de service aussi lors de changements de référent handicap. Donc, les points clés, c'était argumenter, inspirer, décider et projeter, qui vont être les enjeux phares du pilotage. Par rapport aux outils et indicateurs suivis, on va à présent regarder un petit peu certaines pistes de réflexion par rapport à ces différents outils. Alors déjà, très rapidement, on se dit parfois que pour piloter, il faut des logiciels spécifiques. On s'est rendu compte, et notamment en parlant avec Mme Duluc et M. Perronnet, qu'avec Excel, on a déjà un très bon outil qui permet de filtrer, de croiser, d'analyser les données, etc. Bon, il faut avoir le goût du chiffre, aimer manipuler Excel, mais c'est vraiment un outil qui peut être puissant. Et ensuite, bien sûr, on va s'appuyer des extractions RH. Et c'est ça où c'est important d'avoir le lien avec les services RH, c'est que c'est eux qui ont aussi la source d'informations pour suivre notamment les listings de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et d'où l'intérêt de les mobiliser, de travailler ensemble avec eux. Mais à partir de tout ça, l'idée, c'est de pouvoir construire ses propres outils. Et ça, c'est un point important qu'on va voir, c'est que derrière, on va vous donner quelques pistes de réflexion par rapport à des indicateurs que vous pouvez suivre ou à des outils. Mais ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir vous construire vos propres outils pour pouvoir les approprier et les faire vivre. Moi-même, en tant que consultante, ça m'est déjà arrivé d'aider des structures en public ou privé parfois à mettre en place des outils. Mais si elles ne se les approprient pas derrière, finalement, elles ne les font pas vivre en fait. Donc, même si on se fait aider pour construire ces outils, ensuite, il faut vraiment pouvoir se les approprier pour pouvoir continuer à les faire vivre. Et donc, on va regarder rapidement les questions de suivi budgétaire, BOE et des indicateurs. Donc, le suivi budgétaire, l'idée, c'est d'avoir une vision par axe de vos dépenses et surtout aussi du reste à charge pour l'employeur, puisqu'il peut y avoir des aides par rapport à ça. Donc, typiquement, vous pouvez suivre l'axe de la dépense, c'est-à-dire le recrutement, le maintien dans l'emploi, la formation. La catégorie, ça va par exemple être… les dépenses sont souvent en lien avec le catalogue des interventions du FIP. Donc typiquement, en face de la dépense recrutement, il peut y avoir les indemnités d'apprentissage, etc. En face de l'axe formation ou maintien dans l'emploi, il y a la catégorie formation dans le cadre d'un reclassement. Et là, on peut décrire aussi l'ensemble des formations que vous avez mis en place. Et l'idée, c'est de pouvoir suivre justement quels sont les montants de ces dépenses, bien sûr les dates et factures s'il y en a, et les prestataires utilisés. Et puis surtout, si vous avez des aides en face, des prises en charge
par d'autres organismes et par le FIP. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce qui reste à charge au niveau de votre structure. Ça, donc ce sont des éléments que vous pouvez suivre par rapport au budget pour pouvoir cheminer ensuite et suivre les dépenses que vous faites. Sur la partie BOE, donc l'idée, c'est de pouvoir suivre l'ensemble de vos agents qui sont en situation de handicap. Ça permet à la fois de faire une photographie à l'instant T, mais de suivre aussi les flux entrants, sortants et donc d'évaluer l'évolution de votre taux d'emploi. Et dans certains cas, vous pouvez même aller plus loin et suivre pour chacun de vos BOE quelles sont les actions que vous avez mises en place, quels sont les aménagements que vous avez mis en place et donc de projeter quels seraient les besoins futurs aussi. Donc, voilà encore une piste de réflexion par rapport à cet outil-là. C'est donc de suivre pour chaque BOE, donc son matricule, son nom, son prénom, sa date de naissance, date d'entrée, de sortie, fonction, direction, type de contrat, temps de travail, type de reconnaissance et date de validité, parce que tout ça sont des éléments qui vont vous servir pour votre déclaration, donc pour votre DOETH. Mais ça sert aussi, si on suit par exemple la fonction ou la direction et le service, de savoir dans quelle direction, par exemple, sont une partie de vos BOE et de vous dire peut-être qu'il y a telle ou telle action qui peut être mise en place, notamment parfois en termes de sensibilisation ou de communication. Donc, ça donne de la visibilité aussi potentiellement sur les actions à mettre en place. Et un dernier, à la fin du tableau, on voit tout ce qui est aménagement ou besoin à venir, parce qu'effectivement, on peut même aller plus loin et suivre les entretiens qu'on fait avec les personnes, etc. Après, ça, comme le disait Madame Duluc, avoir en fonction de ce qui émerge du terrain, si finalement c'est intéressant de le suivre ou pas. Ça, c'est une première base de réflexion. Et sur les indicateurs, donc des indicateurs qui peuvent être suivis, là, on pose un certain nombre d'indicateurs qui sont notamment aussi suivis par les conventions FIP. Donc ça, on en parlera dans un deuxième temps. Mais justement, sur le recrutement, ça peut être intéressant de suivre les nombres de recrutements que vous avez par type de contrat et surtout au niveau des contrats d'apprentissage. Sur tout ce qui est maintien dans l'emploi, la priorité, ça va être sur les aménagements de postes et les études de postes. Mais derrière, il peut y avoir des indicateurs parfois un peu plus compliqués à suivre, mais vraiment qui peuvent être intéressants sur la formation, la promotion, les reclassements. Donc après, à voir quelles informations vous arrivez à suivre, notamment avec l'appui des services RH. Souvent, le premier point, en tout cas pour les maintiens dans l'emploi, c'est au moins d'arriver à suivre les aménagements que l'on fait et le nombre et le type d'aménagement, puisque ça peut permettre de projeter quels seraient les nombres de besoins de fauteuils, de souris, de matériel ergonomique ou de formation, de bilan de compétences, etc. Puisqu'en fait, ça va être des éléments que vous aurez suivis. Et puis également sur le taux d'emploi et la sensibilisation. Je vous ai présenté ça rapidement. L'idée, c'est que je puisse laisser la parole de nouveau à M. Perronnet et Mme Duluc. Ce qui est intéressant de votre côté, c'est que vous nous disiez qu'est-ce qui a été important pour vous en termes de suivi d'indicateurs. C'est-à-dire quels indicateurs ont été peut-être particulièrement importants pour vous et pourquoi, et qu'est-ce qu'ils ont permis de faire avancer au sein de vos structures. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'indicateurs et parfois on est un peu perdu, mais finalement, quels ont été les indicateurs qui ont été aidants pour vous, M. Perronnet? Alors, je le disais en préambule sur la partie pilotage. Pour nous, Ville de Toulon, la première chose la plus importante, c'est dans le pourquoi, c'est le respect des engagements qu'on a souscrits avec le FIP. Et après, c'est de s'assurer qu'au niveau de l'ensemble des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qu'ils puissent bénéficier de multiples aménagements pour les aider justement dans la compensation. Donc, le premier exemple que je pourrais vous citer, c'est on a créé en fait un observatoire des bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la création d'une cartographie qui a été réalisée en interne, où on a recensé en fait donc l'ensemble des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et on leur a demandé en fait qu'est-ce qu'ils souhaiteraient envisager comme aménagement de leur poste de travail. Et on a pris donc le catalogue du FIPH et on a listé en fait toutes les aides qui étaient possibles et envisageables au niveau de la collectivité pour que chaque agent bénéficiaire de l'obligation d'emploi puisse nous fournir des informations sur leurs besoins. Et après, donc bien sûr que ça s'est croisé
après avec une étude de poste qui est réalisée sur le terrain et un entretien avec le médecin du travail qui va valider en fait l'ensemble des informations qui ont été croisées. Et la deuxième chose qu'on a mis en place aussi, c'est une fiche récapitulative, donc par agent, par bénéficiaire d'obligation d'emploi, qui va synthétiser d'une part les matériels qui ont été proposés et réalisés, et aussi les matériels à venir, si on avait des informations et des remontées de ces agents sur les besoins qui sont remontés en fait au fur et à mesure de l'exécution en fait des commandes qui sont réalisées. Et donc nous en interne, en fait, comment on s'organise, comme on le disait, c'est qu'en fait, on n'a pas de logiciel spécifique. On se sert essentiellement énormément d'Excel avec des données et des extractions RH. Ok. Ben, merci beaucoup, Monsieur Perronnet. Et donc, en suivant les besoins, en tout cas en identifiant les besoins, en les mettant en place, ensuite, ça vous a permis aussi de projeter dans les années à venir quel serait potentiellement le matériel à remplacer, des choses comme ça. Exactement. Ça fait partie en fait de la démarche et du montage après des futures conventions si la collectivité et le FIP sont d'accord pour continuer à travailler ensemble et surtout aussi pour faire bénéficier aux bénéficiaires d'obligations d'emploi d'aménagements qui leur correspondent. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser de votre côté combien vous avez d'agents justement en situation de handicap pour qu'on puisse se projeter sur la volumétrie que ça représente par rapport à votre cartographie? Tout à fait. Donc, on a un effectif équivalent temps plein d'environ 2600 agents et on a 211 bénéficiaires d'obligations d'emploi qui représentent 8,23%. C'est mal ça. Très bien, merci beaucoup. Et de votre côté, Madame Duluc, est-ce que vous pouvez nous apporter votre regard sur certains indicateurs qui ont été particulièrement aidants du côté du département? Alors nous, on avait, comme pas mal de collectivités, un écueil au niveau des achats. On avait aussi un temps entre la prescription du médecin et l'aménagement effectivement réalisé assez long. Donc on avait une problématique quand même de marché, de matériel spécifique. Et on remontait assez régulièrement au créneau pour demander à nos amis des achats de bien vouloir un petit peu élargir leur catalogue pour pouvoir voilà, faire en sorte que la prescription elle soit respectée au maximum. Mais le code des marchés publics, il est très carré, donc systématiquement, on nous demandait, mais quel est votre besoin? Est-ce que vous avez besoin de 10 fauteuils par an, 30 fauteuils par an? Et en même temps, on avait une croissance aussi exponentielle de nos bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et on avait très peu d'indicateurs à ce moment-là sur justement la teneur des aménagements à faire et à venir. Donc le suivi de l'indicateur aménagement, bah, ça nous a permis quand même de dégager le volume global de ce dont on aurait besoin chaque année et donc de pouvoir retourner voir nos collègues avec des indicateurs, là, pour le coup, bien affirmés. Et on n'était plus dans l'objection de ben, on ne peut pas construire un marché si on n'a pas à minima des données très précises. Donc tout ça, ça a contribué à ce qu'aujourd'hui, nous ayons différents marchés de matériel spécifique, donc qui sont clairement inscrits dans le catalogue de la collectivité, et donc de pouvoir répondre aux besoins de façon beaucoup plus efficiente. Voilà, et nous sommes maintenant à plus de 740 bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc c'est une grande volumétrie. Tout ça, ça a accompagné les différents marchés qu'on a pu passer et qui maintenant sont à leur deuxième et troisième renouvellement pour certains, et donc aussi d'amplifier puisqu'on a greffé d'autres marchés de type ergonomie, etc., pour vraiment pouvoir être sur le volet maintien dans l'emploi les plus précurseurs possibles. Oui, donc c'est vraiment, ça a permis d'argumenter et d'aider à mobiliser les achats et à voir sur quelle volumétrie avancer avec les achats. Puis globalement, avec justement, on parlait des services RH, etc., on ne peut pas construire des indicateurs. Nous, dans notre collectivité, voilà, on a des services divers et multiples donc tous les indicateurs, ils émargent sur beaucoup de services. Donc, par la nécessité de produire ces indicateurs, ben, ça a aussi ouvert un dialogue avec nos collègues
On n'était pas simplement ce qu'elle les embêtait en début d'année pour avoir telle ou telle requête. On a essayé quand même de les sensibiliser aussi à l'intérêt de suivre certaines populations, notamment, je pense, pour les formations. Hein, quand on suit l'indicateur, par exemple, du nombre de jours de formation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à la population générale, on a des fois effectivement des distorsions. Voilà, pour éviter que ce soit interprété par un désintérêt aussi de ces agents, c'est important de les suivre parce qu'on a vraiment pu repérer de vrais obstacles d'accessibilité au niveau de la formation et voilà, et de répondre à une obligation d'équité quand même entre les agents. Mmh, oui. Oui, parce que vous aviez suivi les taux de formation en comparant, l'ensemble des agents et les agents qui sont en situation de handicap. Tout à fait. D'accord. Heu, très bien, mais ça permet aussi d'enchaîner, sur, le dernier point, avec vous, monsieur Perronnet. C'est vrai que vous m'aviez parlé aussi de ces questions de marché. Finalement, quand on veut, avancer dans son pilotage, enfin, vous qui êtes tous les 2 au sein de structures, qui ont conventionné et donc qui ont avancé déjà un petit peu, mais quels conseils vous donneriez à un employeur qui souhaite peut-être organiser ou améliorer son pilotage? Quels sont pour vous les points vraiment importants à retenir sur ces actions de pilotage? Alors, le premier, pour moi, c'est le rôle de chef d'orchestre. Donc, c'est l'animation, en fait, c'est le rôle du pilote de la convention qui va servir, en fait, à mobiliser, à communiquer et à inciter les services à, à travailler avec avec le pilote pour pouvoir mettre en place tout ce qui a été identifié. Et la deuxième chose importante, c'est de prévoir dans son organisation, comme le disait Madame Duluc, d'identifier en fait tous les matériels susceptibles d'être utilisés pour aider les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Je prends un exemple au niveau des sièges de bureau, par exemple. Les sièges de bureau, ben, c'est de travailler sur les spécificités des sièges pour qu'on puisse compenser un handicap au niveau du rachis dorsal et que ce matériel puisse être acheté d'une part très rapidement, donc avec toutes les contraintes qu'on peut rencontrer lors de l'achat. Alors un petit peu moins sur les petites collectivités, puisqu'ils ont un petit peu moins de contraintes au niveau marché public, mais surtout sur les grosses structures. Et nous, on l'a vu notamment avec la métropole. Donc, c'est d'identifier tous les matériels susceptibles de pouvoir être achetés et, si possible, de monter un marché avec un lot spécifique pour que les achats puissent être fluidifiés. Oui, donc l'intérêt des indicateurs, c'est de donner cette visibilité de volumétrie pour pouvoir ensuite aller sur des marchés, spécifiques, si je Alors, résume un petit peu. oui, alors pas que sur la volumétrie, aussi sur la spécificité, Oui. puisqu'en fait, on a identifié en amont les problématiques qu'on pouvait rencontrer et on n'aura pas besoin de chercher un type de matériel, puisqu'il aura déjà été, pour 80 à 90% de l'exécution des fournitures des fournitures et matériels qui vont être achetés, auront été identifiés dans le cadre d'un marché ou d'un achat futur. Après, même s'il n'y a pas de marché, mais c'est d'identifier le besoin pour qu'on n'ait pas à chercher l'information et que l'achat que l'achat soit plus fluide. Oui, très bien. Et madame Duluc, de votre côté, sur, voilà, ces règles d'or ou conseils, à donner? Alors, je vais faire un peu, faites ce que je dis, pas ce que je fais, à savoir ne pas attendre la fin de l'année, la production du bilan pour se mettre justement sur les indicateurs. Hein. Hier, c'était le dernier jour. Je suis pas sûre que tout le monde était aussi à la bourre que moi. Voilà, donc le suivi, oui, ça demande d'être régulier. Hein. On le voit régulier d'une année sur une autre, mais aussi être relativement régulier dans l'année. Donc ça oblige quand même à s'octroyer du temps pour pouvoir justement voilà, se poser sur ces indicateurs, créer ce fameux lien avec toutes les personnes qu'on va interpeller pour pouvoir justement comptabiliser le tout. Et puis même pour les plus réfractaires aux chiffres et aux tableaux Excel, c'est quand même le rendre un peu attractif et motivant. Hein. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir Monsieur Riom et Monsieur Liboura qui partagent autant que moi l'envie de ces bases de données. Mais bon, voilà, c'est aussi important que les équipes voilà, soient sensibilisées. Et on peut y trouver un côté très amusant de suivre ces données.
Merci. Oui, effectivement. Alors, un petit peu en synthèse, des éléments que vous nous avez partagés, c'est vrai que un point important, c'est cette notion de pilote, effectivement, de chef d'orchestre. Le référent handicap n'a pas uniquement un rôle opérationnel, il a quand même un rôle stratégique. Et donc, c'est vrai que ces notions de gestion de projet, ces notions d'Excel, elles sont quand même importantes dans cette mission et à prendre en considération que ça fait partie intégrante du rôle du référent handicap, avec l'appui bien sûr de la direction au niveau effectivement du temps, des ressources qui vont être dédiées. Cette notion de chef d'orchestre, comme vous l'évoquiez, Monsieur Perronnet, c'est aussi par rapport à cette rôle cette démarche transversale et pluridisciplinaire. Depuis le début, on parle des achats, on parle des RH. En fait, il y a d'autres services qui sont impliqués et le suivi de l'ensemble de ces données facilite aussi ce travail en pluridisciplinarité ou invite à le faire de telle manière. Et la deuxième partie, c'est plus au niveau de ces outils. Et ça, exactement, c'est ce que vous disiez, c'est à mettre en place effectivement dès le début. Vous me disiez, Madame Duluc, au départ, je crois de mémoire, vous étiez 92 BOE quand vous aviez commencé. Aujourd'hui, plus de 700. Donc forcément, à mettre en place quand on est 92, c'est un peu plus simple que quand on est 700. Donc c'est vrai que plus on s'y met tôt dans ces suivis, plus on est rodé pour avancer face à une volumétrie croissante. Et effectivement à faire de façon, on va dire méthodique et organisée et pas forcément que uniquement au niveau du bilan. C'est souvent le point le plus difficile à arriver à s'y tenir, mais sinon, on sait qu'on passe le mois, qui précède le bilan, un petit peu la tête dans le guidon, quoi. Mais voilà et bien sûr pouvoir s'appuyer sur les extractions RH et surtout, c'est ce que j'en reviens, c'est ses propres outils. Là, on a essayé de vous partager des expériences d'employeurs, de vous partager quelques pistes de réflexion. L'idée, c'est que vous puissiez ensuite, vraiment trouver du sens dans les outils que vous allez créer. Si vous suivez une stat qui n'a pas de sens pour vous, vous allez rien en tirer et 2, vous n'allez pas, j'allais dire prendre de plaisir à essayer de la suivre. Tant qu'à faire, essayons de trouver aussi du plaisir dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est important et puis quand on est conventionné, c'est là où on va ouvrir vers la convention derrière. Ce que vous m'aviez évoqué tous les 2, c'est aussi, forcément, on va avoir un comité de pilotage donc qui nous impose aussi, un suivi parfois 2 fois par an, ou 3 fois par an de donner de la visibilité à ce comité de pilotage par ces indicateurs et puis bien sûr on a un suivi d'indicateurs qui devient obligatoire. Mais qui pose un certain cadre, qui offre aussi un certain cadre qui peut faciliter ce point-là. Donc voilà, ça va nous permettre justement ensuite de faire notre transition vers les outils de faire la convention, parce qu'effectivement, comment parler de pilotage, pardon, sans parler de convention avec le FIP. Donc ça sera notre deuxième point. Ce que je vous propose juste, et je vous remercie en tout cas déjà tous les deux pour vos partages et interventions. Je veux juste savoir au niveau d'Anaïs et du chat, est-ce qu'éventuellement il y a quelques questions à partager dès à présent? Oui, une question notamment sur, la partie, confidentialité. Une personne nous partage effectivement que pour les indicateurs RH, est-ce qu'il n'y a pas des gênes, pour récupérer les informations en termes de confidentialité, du côté des RH? Peut-être par rapport aux données, de Monsieur Perronnet et la cartographie des BOE? Indicateurs RH au sens large, donc j'imagine s'il y a des listes ou des indicateurs en particulier à suivre. Alors, oui, je peux répondre si vous le souhaitez. Donc, en fait, les extractions RH qui sont données, alors c'est vrai qu'on a l'avantage, nous, au niveau de la ville de Toulon, d'être dépendant d'une direction des ressources humaines. Mais en fait, les extractions qui sont demandées pour qu'on puisse travailler après sur des indicateurs et des tableaux de bord, ce sont des extractions qui sont automatiquement supprimées donc, par les RH. Elles sont générées en fait pour récupérer l'information et elles sont automatiquement supprimées et après traitées uniquement par le service prévention et le référent handicap qu'on a aussi en interne dans le service prévention qui est aussi une infirmière. Une infirmière. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Madame Duluc, ou c'était Alors, moi aussi, je n'ai pas spécialement de problème sur les extractions qu'on peut demander, parce que tout le monde a bien compris à quoi ça nous servait maintenant. En revanche, voilà, sur avoir un document sur un agent en particulier qui liste les différents aménagements ou autres, nous, on nous a un petit peu
mis ça de côté parce que justement, par rapport au RGPD, etc. Donc, on n'a que très peu de traces écrites au niveau individuel des agents. Heureusement qu'on a une bonne mémoire. Mais voilà, nous, on a eu un peu plus de difficultés quand même à pouvoir les suivre de façon individuelle. Ok, merci. Après, pour compléter, si vous me le permettez, vous êtes des référents handicap, la politique handicap, ça des référents handicap, donc service RH. Il y a un certain nombre de données qui sont confidentielles avec les RH et qui restent au niveau des RH. Elles ne sont pas communiquées aux autres intervenants dans les collectivités. Mais il semble quand même assez cohérent que les RH et les référents handicap aient connaissance d'un certain nombre de données sensibles. Ça, c'est évident. Sinon, on ne peut pas faire de politique handicap. Exactement. On a également une main levée, Madame Laplacette. Vous écoutez, Madame Laplacette? C'est peut-être une erreur. C'est Non, une Madame fausse main Laplacette, je levée pense qu'elle est là. ou un micro coupé. Peut-être un micro coupé. Bah, sinon, on prendra la question après. Ça y est, ça y est, ça y est. Bonjour à tous. Oui, vous savez que la confidentialité, c'est mon sujet. Effectivement, réglementairement, le référent handicap ne peut pas transmettre à la DRH les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, sauf si effectivement on met un document de transmission. Parce qu'effectivement, c'est la notification RQTH, il y a des jurisprudences en la matière, appartient à l'agent. Il la transmet au référent handicap, à charge pour le référent handicap de lui faire signer un bordereau de transmission avec accord pour transmission au SPST et ou à la DRH. Et effectivement, la DRH peut disposer de données dans le cadre de la DOTH, mais complètement anonymisées. Donc les extractions, Cécile, dont vous parlez, clairement, sauf si on est complètement dans les requêtes nous-mêmes RH, c'est pas possible de les faire. Parce que nous, par exemple, on est à plus de 400 bénéficiaires de l'obligation d'emploi et pour autant, il y a bien plus de 50 agents qui n'ont pas souhaité transmettre leur notification ni à la DRH ni au SPST. Et tant qu'ils n'ont pas besoin d'aide, effectivement, on n'a pas à transmettre ça. Ils en ont connaissance au niveau RH ou au niveau ressources super uniquement effectivement, quand on active une demande d'aide. Mais vous pouvez être bénéficiaire de l'obligation d'emploi toute votre vie sans avoir sollicité une aide. Et la confidentialité, c'est une rupture de confidentialité et de secret professionnel. Oui, je vous parle pour la fonction publique hospitalière, mais je pense que c'est la même chose pour les trois fonctions publiques. Oui, mais s'ils sont déjà référencés dedans et identifiés avec leur RQTH dans les données RH. Non, dans les données RH, c'est du nombre, Cécile. C'est pas du nominatif. D'accord. C'est qu'au niveau du c'est du nombre. Vous ne donnez pas de nom. Quand on fait la DOTH, moi, je la transmets chaque année. On la transmet effectivement avec des grades, avec des tranches d'âge, avec tous les critères. Mais elles sont complètement anonymisées. Et puis, pour le coup, ça y est vraiment, parce que sur 5000 agents, quand vous transmettez, voilà, il n'y a pas de… Et en plus, je vous dis, il y a des agents qui vraiment tiennent à ce que ça ne soit pas transmis. Sachant que nous, on a des médecins, et même si là, ils ne sont pas comptés dans la DOTH, mais on a des directeurs, etc. Et donc, du coup… oui, je pense. Non, mais du coup, c'est important parce qu'on ne peut pas faire, en fait. Et je pense que Madame Allemand, qui soulignait ça, a franchement tout à fait raison. Oui. De toute façon, effectivement, c'est important que l'agent qui transmet, en fait, ça dépend par quel biais ils ont transmis. Imaginons ils transmettent à la mission handicap, qu'effectivement, on vérifie quel est le niveau de confidentialité ou s'ils sont OK pour qu'on transmette effectivement au RH. Après, ça doit être tracé, voilà, par un document. Mais effectivement, c'est important parfois d'expliquer aux agents pourquoi parfois c'est nécessaire, pourquoi c'est nécessaire de transmettre, ou en tout cas, ça peut permettre aussi une meilleure gestion de l'agent dans sa globalité et dans son maintien, dans sa gestion de carrière aussi. Mais c'est important de lui expliquer dans ce cas-là pourquoi cette information serait transmise à tel ou tel acteur interne. Pour argumenter ça, il faut qu'il y ait un justificatif. Il n'y en a pas, il n'y a rien qui justifie de le transmettre à l'ARH, si ce n'est de bénéficier d'une aide. Donc, et d'ailleurs, quand vous avez des transmissions de mutation d'agents interfonction publique, il est notifié que la notification MDPH ne doit pas y figurer.
Ok. Très bien, mais c'est noté. Je vous remercie pour cette intervention, Madame Laplacette. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance sur la deuxième partie au niveau de la convention FIP pour pouvoir essayer de rester un petit peu dans les temps. Donc, Thierry, je te laisse la parole pour cette partie, première partie, plutôt sur l'intérêt de la convention, et ensuite, on donnera la parole à Monsieur Brochard. Merci Cécile. Oui, donc nous venons de voir le pilotage, son intérêt, les outils, les indicateurs. Là, l'idée, c'est de vous présenter à deux voix avec Laurent la convention en tant qu'un outil de pilotage. Bien évidemment, outil de pilotage des employeurs conventionnés, mais au-delà, ça peut être une source d'inspiration pour construire une politique et un pilotage pour les employeurs qui ne sont pas conventionnables. Je rappelle que peuvent être conventionnés les employeurs publics des trois fonctions publiques qui ont un effectif supérieur à 550 TP. Donc, tout le monde ne peut pas prétendre à une convention. Alors, une convention FIP, c'est quoi? C'est avant tout un projet voulu par les dirigeants de l'employeur public, que ce soit dans la fonction publique hospitalière, d'État ou territoriale. Il ne peut pas y avoir de convention s'il n'y a pas de portage politique. Une convention, ça tient sur deux jambes, le portage politique fort, au sens politique de la direction, pas forcément politique au sens des collectivités territoriales, et un engagement fort du portage administratif et notamment du référent handicap. Ce sont les deux éléments clés de réussite d'une politique handicap, avec en complément, bien évidemment, la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la collectivité. Une convention, c'est aussi se fixer des objectifs en commun dans le but de faire évoluer le taux d'emploi légal. Donc, dans un premier temps, et c'était la raison pour laquelle nous avons été créés en 2005, de faire évoluer le taux d'emploi des employeurs publics vers 6%. Mais pour ceux qui ont plus de 6%, il n'y a pas de limite de continuer à faire évoluer le taux d'emploi pour être toujours plus inclusif et permettre à des demandeurs d'emploi en situation de handicap ou à des étudiants de rejoindre la fonction publique. Une convention, c'est aussi un outil de pilotage, on est dans le cœur du sujet, qui permet de renforcer aussi l'expertise de la collectivité par l'appréhension progressive des différents axes que nous allons voir au cours de cette présentation. C'est un financement pluriannuel aussi de la politique, donc aujourd'hui sur 3 ans et peut-être demain sur 4 ans, et un préfinancement des aides, ce qui permet à l'employeur public de disposer, dès la signature de la convention, d'une somme lui permettant de mobiliser tout de suite les différentes compensations possibles, puisqu'il a dès lors le financement dans ses caisses. Et c'est un partenariat privilégié avec le DTH, bien évidemment, avec un gestionnaire donc pour la région PACA-Corse, Laurent Brochard, qui va parler juste après moi, et aussi à travers la participation au club des employeurs conventionnés, qui est un lieu d'échange et de partage de bonnes pratiques. Alors, quand on a le souhait de conventionner et qu'on a plus de 550 TP, comment ça se passe? La première étape, c'est la rencontre avec le DTH. Donc, dans chaque région, il y a un DTH, un directeur territorial au handicap. Le premier rendez-vous permet de faire un peu le point sur la situation de la collectivité ou de l'employeur sur sa politique handicap, où est-ce qu'il en est en termes d'insertion, de maintien, de reclassement, de sensibilisation, les différents axes, de faire un point avec lui, de lui présenter le conventionnement, le process et son intérêt. Et si l'employeur est convaincu, on passe à la deuxième étape, qui est ce qu'on appelle la lettre d'intention. Donc là, la lettre d'intention va être transmise à la direction du FIPHFP et elle doit être signée par la plus haute autorité de l'employeur. Une fois que la lettre d'intention a été réceptionnée, on répond au niveau du FIP et dès lors commence la mise en place du projet de conventionnement avec un raisonnement en mode projet qui démarre par une réunion de lancement avec la gestion administrative, un chargé instructeur du FIPHFP à Paris, et avec l'appui éventuel d'un consultant. On va mettre en place tout au long de la procédure des réunions intermédiaires de suivi pour arriver à définir une politique handicap, un plan d'action et un budget correspondant à ce plan d'action. On va arriver ensuite à une réunion finale de restitution et avant d'être présenté en comité d'engagement du FIPHFP pour une validation de l'enveloppe financière, il y aura un passage obligatoire auprès des instances syndicales en F3SCT. Une fois que le FIPHFP a validé le projet en comité d'engagement, il y a une dernière étape qui s'appelle le passage en comité local
Donc, le comité local, c'est l'instance régionale de gouvernance du FIPHFP. Il est situé auprès du préfet de région et il est composé de 3 collèges représentant les employeurs publics des 3 fonctions publiques, les organisations syndicales, le monde associatif et des experts qualifiés. Une fois que cette étape est passée et avec un avis favorable, on peut ensuite signer la convention et procéder au versement. On peut par ailleurs, à côté de la signature administrative, proposer une signature médiatique. Alors, quel est l'intérêt de conventionner? Le premier point de l'intérêt de conventionner, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est structurer, mettre en œuvre une politique handicap sur le moyen terme et la piloter. Alors, ce pilotage, il se fait autour de 5 axes. C'est en ce sens que ces axes peuvent être inspirants pour des collectivités qui n'ont pas les 550 ETP. Premier axe, axe pilotage, on est dans le cœur du sujet, on va structurer, on va mettre en place un comité de pilotage, des comités techniques, des commissions interdisciplinaires, des groupes de travail. Ensuite, on va avoir des axes opérationnels. Le premier axe, c'est l'axe insertion. Il est très important pour nous. Il signifie que dans son engagement, l'employeur doit prendre un engagement ferme à recruter des des personnes en situation de handicap. Et le simple fait d'avoir des reconnaissances RQTH en interne ne convient pas. Il y a bien évidemment un axe maintien dans l'emploi, qui est la première des priorités en général de l'employeur. Et dans cet axe maintien dans l'emploi, on envisage aussi l'axe reclassement. On a aussi ce qu'on appelle le changement des regards avec l'axe communication-sensibilisation. Et ces dernières années, nous avons intégré un nouvel axe, l'axe accessibilité numérique, pour permettre d'accompagner l'employeur public à se mettre en conformité. Donc, la convention, c'est aussi avoir une relation privilégiée et formalisée avec le FIPHFP, le DTH au premier rang, mais surtout le gestionnaire administratif qui va accompagner l'employeur public tout au long du déroulé de la convention sur la durée des 3 ans. C'est aussi envoyer un message politique fort, en interne et en externe. En externe, c'est envoyer le message que vous êtes handi accueillant, et donc ça va vous permettre potentiellement d'avoir des personnes qui vont vous solliciter pour intégrer votre collectivité et répondre ainsi à votre objectif de recrutement. Et en interne, ça a tendance à générer un climat de confiance. Ce climat de confiance va se traduire le plus souvent, je parle sous contrôle des employeurs conventionnés qui sont ici, par le fait que des agents qui avaient une reconnaissance et qui ne s'étaient pas fait connaître vont spontanément se faire reconnaître en disant « on va prendre en compte mon handicap, je ne vais pas être stigmatisé et on va m'accompagner ». Un autre élément qui n'est pas des moindres, c'est aussi de disposer d'une avance de trésorerie, parce qu'on l'a vu, il y a un préfinancement des actions, et une avance de trésorerie conséquente, puisque le conventionnement permet de déplafonner le montant de 40 000 €. Pour rappel, quand un employeur n'est pas conventionné, le montant total des aides qu'il peut avoir, quel que soit le nombre d'agents, pour une année civile, est de 40 000 €. Donc, il peut être très vite atteint, selon que l'on mène une politique plus ou moins intensive. Et enfin, le dernier point, on l'a dit tout à l'heure, c'est bénéficier du réseau des employeurs conventionnés. Alors, il n'existe pas forcément dans toutes les régions. En PACA et en Corse, il existe. On l'a mis en place. Et l'idée, là, c'est d'échanger entre pairs, échanger les bonnes pratiques. Et pour nous, FIPHFP, à travers le Handipact, de faire passer de la formation, des informations. À titre d'exemple, on a déjà travaillé, par exemple, sur l'accessibilité numérique ou sur la PPR. Merci Thierry pour ta présentation. Tu avais quelque chose à ajouter, pardon, Non, voilà, c'était en synthèse à présenter quelles étaient les grandes lignes du conventionnement et j'allais passer la parole à Laurent pour la suite. Une fois qu'on a signé une convention, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc effectivement, je vais vous laisser la parole, Monsieur Brochard. Et l'idée, c'était effectivement de pouvoir présenter un petit peu les indicateurs qui vont être suivis du côté du FIP. Donc, on va être un petit peu court niveau timing. Donc, voilà, n'hésitez pas à avancer. Ok, bonjour à tous. Donc, moi, je vais faire le point sur en fait les attendus du FIP dans le cadre des bilans d'activité de la Convention. Ce que je voulais dire auparavant, et en fait ça a fait la jonction avec ce qu'on a dit, enfin ce que vient de dire Thierry, c'est que quand un employeur est conventionné, le FIP lui demande de mettre en place un dispositif interne de pilotage et de suivi de son projet. C'est-à-dire, en fait, il lui demande de mettre en place un comité de pilotage. Et ensuite, il demande à ce que, au cours du trimestre qui suit la date anniversaire de la Convention,
il y ait une réunion de ce comité de pilotage et que cette réunion donne lieu à un bilan annuel de suivi de mise en œuvre du projet. Et en parallèle, le FIP demande à l'employeur que lui soit transmis également un bilan annuel. Donc l'idée, et là j'insiste, en fait l'idée c'est que le bilan réalisé par le FIP, il intègre certaines des données que vous avez déjà en fait réalisées, que vous avez produites dans le cadre de votre comité de pilotage. L'idée effectivement, c'est pas que le bilan du FIP vous prenne trop de temps, puisque finalement vous avez fait votre suivi, vous avez piloté votre convention et vous avez des informations et vous les donnez ensuite au FIP dans le cadre de son bilan. Donc là, ce qu'on a mis à l'écran, on va passer un peu vite, c'est juste pour vous rappeler qu'actuellement, c'est sur la plateforme PEPS de la Caisse des dépôts que vous devez saisir votre bilan. Donc là, les premières pages, si vous voulez, Cécile, c'est juste pour montrer l'accès à PEPS. Donc là, vous passez, effectivement, ça c'est ce que votre PEPS, vous passez par convention, vous arrivez sur votre tableau de bord où il y a votre convention. Voilà. Et là, effectivement, vous avez différents blocs qui seront les deux importants. En fait, ça sera le bloc mes dépenses. Je ne vais pas forcément venir dessus, c'est là où vous saisirez vos dépenses. Et le bloc mes bilans, donc si on rentre dedans, là, effectivement, ça, en fait, un bilan. C'est trois choses. C'est des informations chiffrées non financières, je vais vous en parler, des informations chiffrées financières, ça, ce sera les dépenses, et un rapport narratif. Alors, sur les informations chiffrées non financières, effectivement, le premier qui est demandé par le FIP, c'est le suivi de votre objectif de recrutement. Donc là, l'idée, c'est sur l'année du bilan, d'indiquer tout simplement les recrutements de BOE sur l'année, sachant que le FIP fait une distinction entre des recrutements pérennes, ça va être des fonctionnaires stagiaires ou titulaires, et des CDI, et les recrutements qu'il appelle non pérennes. Donc là, on va retrouver les contrats d'apprentissage, les contrats aidés, les CDD, les services civiques, les stagiaires, étudiants et élèves. Ça, c'est sur les recrutements. Le deuxième bloc, ça concerne l'objectif de maintien dans l'emploi. Donc là, la donnée qui est demandée par le FIP, c'est en fait le nombre de personnes reclassées dans l'année et le nombre de personnes bénéficiant d'une PPR. C'est l'information qui est demandée. Le troisième bloc, c'est l'évolution de votre taux d'emploi. Donc là, il peut y avoir effectivement une petite subtilité dans le sens où actuellement, comme le disait Mme Duluc, c'était hier la date limite de remise des bilans pour les conventions qui ont une date anniversaire au 1er janvier, même si évidemment, si vous m'en faites part, on peut toujours donner un délai supplémentaire. Et c'est aussi donc vous devez effectivement remplir ces informations-là et vous devez aussi commencer à faire votre DETH. Donc là, le taux d'emploi que vous indiquez sur l'année qui vient de passer, on accepte parfaitement que ça soit ou le taux d'emploi que vous avez réussi à calculer ou une prévision de ce que sera votre taux d'emploi. Un conseil que je peux donner d'ailleurs, c'est n'attendez pas d'avoir cette information sur le taux d'emploi, par exemple, pour déposer votre bilan, parce que ça vous retarde d'autant ensuite le traitement du bilan de mon côté et la suite donnée. Quatrième bloc, c'est les indicateurs. Alors, ce sont les indicateurs retenus par le FIP. Qui sont pas donc forcément les mêmes que ceux que vous avez pu déterminer pour votre propre suivi vis-à-vis de votre propre comité de pilotage, mais qu'il faut remplir. Donc là, effectivement, comme on l'a noté, en fait, c'est une série d'indicateurs donc qui sont certains sont optionnels. Ils sont sur la formation des agents BOE, sur le maintien dans l'emploi, le recrutement d'agents BOE et la carrière des BOE. Voilà, ça c'est les indicateurs demandés par le FIP. Ça, c'était les premiers éléments du bilan, toutes les données chiffrées non financières. Si on continue, et je vais en parler rapidement, les données chiffrées financières. Donc, avant de voir l'état des dépenses, je voulais juste préciser, donc effectivement, il y a un autre bloc sur la plateforme PEPS où vous saisissez vos dépenses. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait beaucoup trop long. Et puis, vous êtes, pour les employeurs conventionnés, vous commencez à être habitués de comment saisir et puis on peut en parler entre nous. Le bloc état des dépenses réalisées et prévisionnelles. Ça, c'est un bloc important parce que c'est le bloc dans lequel on vous demande en fait de rentrer vos prévisions de dépenses pour chacune des années à venir. Et c'est ce qui permet en fait, compte tenu des versements qui ont déjà été réalisés, compte tenu des dépenses que vous avez présentées au financement du FIP et compte tenu de ces dépenses prévisionnelles de l'année à venir, c'est ce qui va permettre en fait de déterminer le montant du prochain versement que vous sollicitez au FIP, versement qui vous permettra de couvrir en fait les dépenses prévisionnelles.
Ça, c'était sur les parties, sur les informations chiffrées financières. La dernière partie d'un bilan, et donc il n'y a pas de diapo là-dessus, Cécile, c'est sur en fait tout ce qui est rédactionnel. Donc ça, c'est le rapport narratif que vous devez joindre. Donc, alors, à tous les employeurs conventionnés, en début de convention, je vous ai envoyé un courriel qui contient des informations pratiques. Et dans ce courriel, en fait, il y a un plan. Il y a un plan de ce rapport. Donc, c'est le plan qui est proposé par le FIB. Vous pouvez le suivre ou faire comme vous le voulez. Bon, pour rappel rapidement, en fait, ce plan, il est fait de 5 parties. On demande aux employeurs de rappeler les objectifs conventionnels. Donc, c'est les objectifs que vous trouvez dans le projet de conventionnement que vous avez rédigé au moment de l'instruction du projet. On vous demande de décrire l'organisation que vous avez mis en place pour gérer la politique, c'est-à-dire les acteurs du dispositif, les différentes instances, les comités, les commissions, et les procédures par rapport au recensement des BOE et par rapport à l'accès aux aides des personnes handicapées. On vous demande de commenter les actions que vous avez réalisées. C'est-à-dire vous parlez des actions que vous avez pu mettre en place ou que vous prévoyez de mettre en place, et vous faites des commentaires, si vous le pouvez, sur les points forts, les points faibles de ces actions. On vous demande de faire un focus sur les partenariats que vous avez pu engager avec différents acteurs du handicap et sur les manifestations que vous avez organisées, auxquelles vous avez participé. Et la dernière partie, c'est de mettre en avant les difficultés que vous avez pu rencontrer. Et juste pour finir, en fait, j'ai noté qu'en première partie, vous aviez mis en avant certaines informations qui, effectivement, au final, se retrouvent dans le bilan. C'est-à-dire que quand vous avez dit, je crois que c'était M. Perronnet qui en parlait, de vérifier le réel par rapport au provisionnel, ça, c'est effectivement une information qu'on vous demandera dans le cadre du bilan. Est-ce que les actions que vous avez mises en place correspondent à ce que vous aviez prévu? Quand l'idée est de vous projeter en fait. Donc là, effectivement, dans le cadre du bilan, on va vous demander de vous projeter sur vos dépenses prévisionnelles, donc sur les aides sur les aides que vous allez potentiellement mobiliser, qui vont donc générer des dépenses. Et effectivement aussi, il était indiqué de rendre visible votre action. C'est exactement le but du bilan. Et aussi, une chose importante, là j'insiste, c'est permettre effectivement une continuité si jamais il y a des changements de référent handicap, parce que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment et c'est pas facile, ni pour vous ni pour moi, de suivre une convention quand il y a eu des changements. Merci beaucoup, Monsieur Brochard, pour cette présentation de ces éléments et de ces indicateurs. Là, on arrive effectivement au terme de notre webinaire. L'objectif, c'était de pouvoir vous inspirer au travers de 2 témoignages et au travers des outils du FIP, des indicateurs demandés dans le cadre de la convention, et de pouvoir ainsi vous aider dans le pilotage de votre politique handicap. Donc déjà, on espère que ça a pu y répondre. Et puis, nous pouvons, il est tout juste midi, mais effectivement, voilà, si certains ont quelques questions ou s'il y a quelques éléments dans le chat, pour ceux qui le peuvent, nous pouvons prendre quelques minutes pour y répondre. Il y a déjà pas mal de réponses qui ont été données dans le chat. Il y avait une question concernant la convention. Est-ce que la convention pourrait être conclue dans le cadre d'une mutualisation de la fonction RH handicap entre la ville-centre et l'agglomération? Oui, bien évidemment. Alors, j'ai répondu dans la conversation qu'il fallait 550 TP, et je vois que François a précisé les choses. En fait, c'est soit sur un employeur ou plusieurs employeurs. Typiquement, une agglomération avec une commune avec un CCAS, un établissement hospitalier avec un EHPAD. Après, on étudie au cas par cas, mais si on arrive à un collectif de travail de 550, on peut regarder. Merci. Avec ou sans, Thierry, si je me permets avec ou sans mutualisation de la fonction RH, d'ailleurs. Oui, c'est oui. Parce que là, nous, en Corse, typiquement, on a une ville et une communauté d'agglo qui ont une fonction RH mutualisée. Et là, on est en train de faire une convention pour l'autre principale ville et sa communauté d'agglo, qui se sont mis d'accord, évidemment, mais qui n'ont pas la fonction RH mutualisée, mais ça fonctionne quand même. Tu as raison de le préciser. Alors, merci déjà. On n'a pas d'autres questions dans le chat. Si. D'accord. Vous y aviez répondu un petit peu au fur et à mesure. Les 3 questions étaient... il y a 3 questions et vous avez donné la réponse en une fois. Parfait. Il y avait aussi, j'ai répondu, mais peut-être pour tout le monde,
Le temps moyen d'une convention, moi j'ai dit à peu près 9 mois, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est variable Monsieur d'un employeur Brochard, à Thierry, oui, c'est ça. On va dire ça change entre 6 pas, mois et mais 1 an en fonction de l'investissement de la collectivité, hein, parce que c'est du travail pour mettre en place. C'est un peu plus rapide si vous faites appel à un consultant, parce que bien évidemment, il a des clés et il a des méthodes de travail. Il n'y a pas d'obligation à le faire. Si vous le faites seul en interne, ça prend un peu plus de temps. Oui, on va dire entre 6 mois et 1 an selon les employeurs et selon la taille de l'employeur aussi. et comme je le mettais, la diligence des parties aussi à fournir les documents nécessaires, notamment quand vous faites accompagner d'un consultant, il faut lui donner les clés pour pouvoir réaliser le diagnostic et les prévisions. Et si les documents ne sont pas transmis, bah, ça retarde d'autant. Ça semble anecdotique, mais ça l'est pas tant que ça. Très bien. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions ou le temps qu'elles arrivent, je tenais déjà à vous remercier tous les quatre pour votre intervention, pour vos présentations et partages. C'est ça qui a rendu le webinaire, je l'espère, en tout cas riche pour tous les participants. Donc, on va vous mettre aussi le questionnaire de satisfaction dans la conversation. On vous l'enverra également par mail à la suite, ainsi que le support de présentation. Et le replay sera également disponible dans les prochains jours sur le site du FIP. Voilà, pour juste rapidement les prochaines étapes, on aura plaisir à vous retrouver déjà pour le prochain webinaire qui aura lieu le 12 juin et qui sera sur la communication et la préparation de cette SEPH. Donc, ça sera juste avant l'été pour vous donner un maximum de billes pour votre prochaine SEPH. Et puis, nous avons aussi, justement, comme le disait Thierry, le club des employeurs pour ceux qui sont conventionnés, qui aura lieu donc en PACA le 24 avril. On aura plaisir à vous y On retrouver. vous attend. On vous attend. Et puis, voilà, tant qu'à faire, on vous rappelle que cette année, c'est aussi les 20 ans du FIP et que pour ça, il y a un trophée et une cérémonie qui va être organisée le 25 septembre. Et chaque employeur a la possibilité de postuler à ces trophées et de déposer un dossier avant le 18 avril. Pour qu'ensuite nous puissions étudier tout ça dans le cadre d'un jury et de viser à remettre les trophées le 25 septembre. Voilà, c'était pour vous rappeler ces prochaines échéances que l'on aura ensemble. Et voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je te laisse, Thierry, le mot de la fin. Merci Cécile. Juste un mot pour vous remercier tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci Anaïs et Cécile de l'organisation et un merci tout particulier à Annick, Luc et Laurent pour leur disponibilité et leur participation à notre webinaire régional PACA Corse et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci à toutes et tous. Au revoir, merci. Au revoir.